Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Si nombreux, je veux dire. Jamais la salle n'a connu une telle affluence. Depuis 13 ans. Et donc on disait avec François Hollande qui est à côté, c'est que des gens se posent des questions en ce moment. Alors, merci en tout cas d'être là. Nous allons accueillir l'ancien président de la République, François Hollande. Et d'habitude, lorsque les anciens présidents de la République écrivent leur mémoire. C'est-à-dire qu'ils revoient les années passées au pouvoir et ils expliquent pourquoi ils ont pris telle et telle décision, etc. Et dans le livre dont on va parler maintenant avec François Hollande, il s'appelle « Bouleversement ». Et ce n'est pas du tout les mémoires de François Hollande. Il ne passe pas en revue les années de son quinquennat, mais il se projette sur l'avenir. Et je vais vous dire une chose que je pense réellement, parce que je lis beaucoup de livres, tous les essais qui sortent. Ce livre de François Hollande, il est vraiment un bon livre. Qu'on ait voté oui ou non, qu'on ait aimé François Hollande ou qu'on l'ait détesté, ça a toujours été un observateur politique de première catégorie. Moi, j'étais journaliste politique à l'époque, j'ai suivi, et franchement, on peut critiquer, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais c'est un observateur politique de première classe. Et donc, ayant connu tous les gens qui sont actuellement les maîtres de la Chine, de la Russie et de tous les autres grands pays engagés dans la période qu'on traverse, c'est vraiment intéressant d'avoir son regard. Et lui qui connaît tous ces gens-là, l'analyse qu'il en a faite à l'époque et le futur qu'il prévoit pour nous, pour toute l'Europe et pour le monde entier. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a invité ici. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et on va faire le meilleur, on va essayer de répondre à vos questions. Ensuite, il signera à l'habitude là où les libraires se trouvent et vous pourrez passer 1 heure, 1 heure et demie avec lui jusqu'à la fin de vos questions avec lui. Merci beaucoup. Bonjour, François Hollande. Bonjour à tous et merci à la ville qui m'accueille ici, à Vichy, et merci aux autorités qui sont là, et merci à vous tous et à toutes d'être venus nombreux pour que je puisse répondre aux questions de Philippe Lapousterle. Et il y en a de nombreuses, et je n'ai pas forcément toutes les réponses. Nous verrons bien s'il y a autant de questions qu'il y a de réponses, et inversement. À voir le nombre qui vient, vous allez être réélu, François Hollande. On est souvent beaucoup plus populaire après avoir été président que pendant. Je dis ça à Emmanuel Macron pour qu'il ne se fasse aucun souci. Ah, vous avez toujours la langue placée où il faut. Merci en tout cas. Je voulais dire quand même que vous remercier d'être venu. Vous avez fait plusieurs heures de voiture pour venir. Vous allez faire plusieurs heures de voiture pour repartir. Et je vous remercie beaucoup personnellement et au nom de Vichy d'avoir fait le détour et d'avoir consacré un après-midi entier, une matinée entière à venir ici à Vichy nous rencontrer. Merci beaucoup François Hollande. Alors, vous avez écrit ce livre qui s'appelle « Bouleversement » et en le lisant, c'est vrai qu'on se pose des questions. Et vous avez une partie des réponses parce que l'avantage que vous avez sur tous les essayistes qui écrivent en ce moment sur les phénomènes que nous traversons, les crises que nous traversons, vous êtes le seul parmi tous les gens qui écrivent sur la période qui vient et la période actuelle qui ait rencontré à plusieurs reprises chacun des dirigeants actuels des grands pays qui font que l'actualité est complètement bouleversée. Et donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous rencontrer et de voir avec vous ce que vous en pensez. Alors, bouleversement, c'est-à-dire qu'en 1992, c'est-à-dire il y a 30 ans exactement, un monsieur qui s'appelle Fukuyama écrivait que c'était la fin de l'histoire, que la victoire de la démocratie était une affaire d'années,
et que le futur serait enchanteur, progrès et prospérité au coin de la porte. Et voilà qu'en 2022, exactement 30 ans après, retour de la guerre en Europe, l'orage gronde partout ailleurs, menaces climatiques, retour des épidémies, les 2 dernières années, démocratie menacée sur la défensive alors qu'ils étaient en train de gagner un pays par an, et je vous passe crise énergétique et crise de l'inflation, et l'inflation qui galope. Tout a changé en 30 ans. C'est ça qui vous a amené à entamer la rédaction de ce livre, François Hollande ? Je dirais que tout a changé en 10 ans. C'est-à-dire que jusqu'en 2012, je fais toujours cette réflexion, c'est pas parce que j'ai été en 2012 que je dis que tout a changé en 2012, mais il se trouve que jusqu'en 2010-2012, nous étions devant des problèmes réels d'économie. Il y avait eu une crise financière, nous avions des tourmentes, elles pouvaient concerner l'Irak, des actes terroristes extrêmement graves, ce qui s'était passé le 11 septembre. Mais à partir de 2012, il y a comme une conjugaison qui vient nourrir toutes les angoisses que l'on peut aujourd'hui avoir. En 2012, il y a surtout le retour de Vladimir Poutine au Kremlin. Et ce n'est plus le même Vladimir Poutine qui arrive au pouvoir. Vraiment ? Non, le Vladimir Poutine que nous avions vu pendant la période qui avait succédé... Parce que ça faisait 10 ans qu'il était... Oui, qui avait succédé donc à Eltsine. On le regardait avec intérêt, parfois avec un peu d'appréhension, mais il était dans le club des dirigeants du monde. Même si lui se considérait toujours insuffisamment bien traité, mais il était dans le club. À partir de 2012, il considère que, sans doute parce qu'il a été pendant 4 ans, non pas le premier, mais le second dans son pays, il considère que les États-Unis, que l'Occident, que tout ce que nous représentons, tout ça a humilié la Russie, que le temps de la revanche est venu. Et je raconte donc cet épisode dans le livre. Je n'avais jamais rencontré Vladimir Poutine avant de devenir président de la République. Il arrive dans mon bureau, je le reçois, et il me fait demander du papier et un crayon. C'est assez rare que quand vous recevez quelqu'un, surtout un chef d'État, il vous demande du papier et un stylo. Qu'est-ce qu'il voulait ainsi signifier ? Il met le papier sous mes yeux et il montre où sont tous les missiles américains de l'OTAN au centre de l'Europe. Il me dit, vous voyez, la Russie est entourée, est encerclée, est menacée. Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas l'accepter. Et c'est ce qu'il va d'ailleurs développer tout au long de ces dernières années. Il se trouve qu'en 2012 également, le président chinois, Xi Jinping, arrive au pouvoir. Le président chinois qui, aujourd'hui même, a eu un 3e mandat, ce qui ne s'était jamais produit depuis Mao Tse-tung. Donc, le président chinois arrive. Beaucoup pensent que c'est un renouveau de la politique chinoise. Il est plus jeune, il a l'air d'être plus délié, c'est-à-dire qu'il ne lit plus forcément le papier du début jusqu'à la fin. Et en réalité, nous apercevons, et moi assez vite, qu'il va développer un nationalisme que jusqu'à présent, les dirigeants chinois, sans doute éprouvaient au fond d'eux-mêmes, mais n'exprimaient pas. Donc il y a une alliance qui se crée entre 2 régimes autoritaires, et pas n'importe lesquels, un régime surarmé, la Russie, et un régime extrêmement puissant économiquement, 2e économie du monde, la Chine. Et c'est là qu'il y a ce renversement. Et peut-être pour répondre directement à la question qui est posée, l'illusion, ou peut-être l'espoir, de beaucoup de démocraties, la nôtre y compris, c'était de penser que l'ouverture des frontières, que la mondialisation, que les échanges, que le commerce allait forcément intégrer tous les pays, quels qu'en soient les régimes, qui n'allaient pas forcément devenir démocrates tout de suite, mais qu'il y aurait une telle aspiration à la consommation, à partager un mode de vie, au tourisme, que nous allions devenir, c'était la thèse de Fukuyama, c'était une thèse finalement d'une opinion publique mondiale, d'une standardisation des modes de vie. Et pourquoi se faire la guerre? Pourquoi entretenir le nationalisme? Pourquoi vouloir être le premier si nous participons tous de cet échange? Angela Merkel était sans doute, je reviens sur elle plusieurs fois dans le livre parce que j'ai eu à traiter d'un certain nombre de crises. Angela Merkel était, parce que précisément elle-même, venant d'Allemagne de l'Est,
ayant connu l'autre système, l'Union soviétique, oui. L'Union soviétique et le régime totalitaire en Allemagne de l'Est, dont elle était sans doute, s'il n'y avait pas eu l'effondrement du mur de Berlin, une des étoiles montantes, parce qu'elle était repérée déjà. Donc elle sait exactement ce que l'ouverture, ce que le commerce, ce que l'économie lui a apporté. Elle a eu cette belle phrase quand Gorbatchev est mort. Elle a dit « Ma vie n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu Mikhail Gorbatchev ». Donc elle pense que ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, d'autres dirigeants dans le monde, venant du système soviétique ou d'un système communiste, vont avoir eux aussi à vouloir connaître la même évolution. C'est là qu'il y a eu une illusion, et peut-être certains disent une naïveté. Non, c'est l'illusion que l'économie fait la politique. Eh bien non, il y a des forces qui sont à l'intérieur des pays, le nationalisme en est une, il y a des dirigeants qui ont des visées, y compris territoriales, qui font que l'économie ne fonctionne pas forcément comme un moteur pour la démocratie. Par exemple, longtemps, Angela Merkel a pensé qu'en construisant un gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, et donc l'Occident, bien sûr que Poutine n'attaquerait jamais un pays, puisque du jour au lendemain, nous pouvions le priver de ses ressources gazières. Vous avez vu ce qui s'est passé, il a envahi l'Ukraine, et le gaz est passé par d'autres voies, mais ce n'était pas l'argument économique qui a été décisif. Mais vous, François Hollande, quand vous étiez président de la République, et que vous écoutiez Angela Merkel dire ça, vous qui avez vu Poutine, comme vous nous le dites, en disant « je suis encerclé, il va faire la guerre », pourquoi vous n'avez... Est-ce que vous avez dit à Angela Merkel, vous tutoyez, je crois, tu te trompes, c'est pas l'économie qui va faire la politique, Poutine est quelqu'un de dangereux, qui a un projet qui est contre le nôtre. Alors, j'ai passé des heures entières, des jours, et même plusieurs nuits, avec Poutine et Angela Merkel. Mais oui. Vous voyez le privilège qui m'a été donné grâce à vos suffrages, même si vous ne me les avez pas apportés. Étant président de la République, j'ai pu avoir cette opportunité. Merkel et Poutine avaient une complicité qui tenait à une période qui avait été la leur, quand ils étaient jeunes. Lui était un espion en Allemagne de l'Est, à Dresde. C'était un espion qui n'avait pas besoin de se cacher. Là-bas, le KGB avait son immeuble. Elle était une étudiante, une chercheuse, une universitaire tout à fait remarquable. Elle parlait russe, lui parlait allemand. Donc ils arrivaient à avoir une complicité. Néanmoins, elle était à la fois convaincue que Poutine pouvait être raisonné, c'est pour ça que nous négocions d'ailleurs, et d'autre part, il lui faisait peur. Il lui faisait peur à elle. Il lui faisait peur. Au point qu'elle me disait, je préfère qu'on soit deux. Vous savez, dans les rencontres, je préfère être accompagné. Non, mais oui, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle avait peur d'une agression physique, je vous rassure, mais peur d'une espèce de pression psychologique que Poutine savait exercer. Mais elle avait toujours l'idée que la raison, la sienne, l'emporterait toujours, que Poutine n'avait aucun intérêt, ce qui est vrai, aucun intérêt économique, aucun intérêt financier, aucun intérêt commercial, peut-être même pas un intérêt politique à attaquer l'Ukraine. Mais nous ne sommes plus dans une logique d'intérêt. Nous sommes dans une logique de passion, de domination, de conquête. Et c'est ça qu'elle n'avait pas forcément à l'esprit et qu'elle niait parce que ça lui rappelait le temps mauvais de l'Empire soviétique. Donc je lui disais ça. Et néanmoins... lorsque vous vous souvenez, je n'avais pas voulu livrer des bateaux Mistral à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, par parenthèse? Bien sûr, à la Russie. Vous citez quelques phrases de quelques personnes dont on a honte en les lisant. Oui, je n'avais pas reçu beaucoup de compliments durant mon quinquennat, même par rapport à des bonnes décisions. Et celle-là faisait partie. Et donc, quand j'avais annulé ce contrat, les bateaux étaient fabriqués. Hein. Mais il y en a même un qui était... Les équipages étaient là. Les équipages étaient là, ils s'étaient entraînés. Le bateau avait été mis avec des écritures cyrilliques. Bon, bref. Quand j'ai annulé ce contrat, j'ai eu deux types de critiques. Premier type de critique venant de l'extrême droite, d'une partie de la droite, et de l'extrême gauche, enfin de la gauche radicale, qui me disait « vous êtes sous domination américaine ».
Pardon? Vous êtes sous domination américaine parce que vous faites ça, parce que c'est l'OTAN qui vous demande de le faire. Je n'avais aucune relation avec quelque pays que ce soit. Il me paraissait impossible pour la France de livrer des armes de guerre à un pays qui venait de prendre la Crimée. Et la deuxième critique, qui était également possible, la deuxième critique qui était possible, c'était de dire vous faites une erreur parce que la signature de la France pour les contrats commerciaux va être entamée. Bon, bref. Donc j'ai néanmoins pris cette décision. Les Mistral n'ont pas été livrés, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, ils seraient utilisés par la Russie. Donc, monsieur, tout à l'heure, si vous voulez poser une question, oui, on le fera, mais pour l'instant, je vais terminer mon propos. Donc, je dis ça pour ceux qui sont en bas, parce qu'il y a une personne qui est en haut. Donc, sur la réaction de Merkel, je lui ai dit, bon, puisque j'annule les Mistral, vous pouvez annuler le gazoduc. Et elle me dit, mais non, c'est par le gaz que nous allons continuer à avoir des relations avec la Russie. Il ne s'agit pas de vendre des armes, mais il s'agit d'acheter du gaz. Or, acheter du gaz, c'était donner des moyens financiers, et encore aujourd'hui, à Vladimir Poutine. Et pourtant, vous la défendez, alors que tous les journaux allemands l'attaquent, et vous continuez à dire, c'est une femme qui a pris... Vous avez cette phrase, ce qui est vraiment de vous, François Hollande. Elle n'a pas décidé, elle a suivi l'opinion. Oui. Alors, est-ce qu'un chef, c'est précisément la différence entre un chef et pas un chef, c'est que le chef décide et il ne suit pas forcément l'opinion quand il estime que c'est les intérêts de l'État en jeu? Nous sommes deux pays différents, la France et l'Allemagne, et notamment sur le plan institutionnel. En Allemagne, la chancelière ou le chancelier, il est souvent à la tête d'une coalition. Donc il doit rendre des comptes non seulement à son propre parti, mais aux formations politiques qui forment la coalition. Sur Merkel, beaucoup pensaient, en France notamment, qu'elle était une femme autoritaire. Elle l'était sans doute, capable d'autorité, mais elle était dénuée de tout autoritarisme parce qu'elle n'en avait même pas les moyens. Il fallait négocier pour elle, lorsqu'elle prenait une décision, que son parti, que son allié, qui pouvait être social-démocrate, que son opinion publique la suivait. En France, le président de la République a une très grande liberté, notamment pour les questions internationales, pour prendre des décisions. Il en réfère au Parlement, souvent quelques semaines après, et alors même qu'il a une fragilité, le président de la République, en termes de soutien de l'opinion publique, il est capable de prendre des décisions. J'évoquais l'annulation des Mistral, sans que finalement personne ne remette en cause sa légitimité. En Allemagne, je vais prendre un exemple, quand j'ai décidé de l'intervention militaire au Mali en 2013, j'ai demandé à Mme Merkel de nous acheminer des équipements militaires avec des avions allemands. Parce qu'en France, on n'avait pas d'avions qui transportaient les équipements. Et elle m'a dit, je ne le peux pas, je voudrais vraiment vous rendre le plus éminent service, mais je ne le peux pas, car je serais obligé de passer devant le Bundestag, et si je passe devant le Bundestag, je ne serai pas suivi. Et donc, Mme Merkel, mais c'est vrai pour le chancelier Scholz aujourd'hui, qui est à la tête d'une coalition encore plus large, elle suivait l'opinion publique. Quand elle est sortie du nucléaire, ce n'est pas parce qu'elle était anti-nucléaire, c'est parce qu'elle savait, ou elle comprenait, à tort ou à raison, que l'opinion publique allemande voulait sortir du nucléaire, donc elle suivait. Ça fait quand même deux décisions terribles. Et elle en avait pris une autre, qui était plus noble et généreuse, d'accueillir les réfugiés. Elle y a longtemps résisté, et quand elle a su que l'opinion publique y était prête, qu'il y avait peut-être aussi un intérêt pour l'Allemagne d'accueillir des travailleurs dont l'Allemagne avait besoin, elle y a consenti. Donc c'était ça, ce qu'on a peut-être, nous, toujours en question. On se dit, oh, les Allemands sont extrêmement impérieux. Ben non, ils décident très lentement. Souvent, moi, ce qui me frappait chez Mme Merkel, et ça vaut également pour l'Europe, c'est que l'Allemagne, avant de prendre une décision, met énormément de temps à la négocier, à la consentir. Nous, en France, souvent, quand on était en discussion, et ça pouvait valoir pour mon prédécesseur comme pour mon successeur, nous, avec l'Allemagne, avec donc, le chancelier ou la chancelière, quand on s'est mis d'accord verbalement, on pense que c'est acquis. Merkel, ça vaut pour Scholz,
quand on s'est mis d'accord verbalement, tout commence. Il faut écrire. La différence, c'est ça. Nous, les Français, on veut être d'accord sur le principe. Eux, ils veulent être d'accord sur les détails. Et ça fait une grosse différence. François Hollande, qu'est-ce qu'il faut faire en Ukraine en ce moment? Vous savez que c'est très discuté en France. Est-ce qu'il faut vraiment armer l'Ukraine autant qu'elle le demande? Est-ce qu'il faut soutenir l'Ukraine à fond pour une victoire militaire? Est-ce qu'il faut en même temps préparer une paix imaginable? Quel est vous qui connaissez tous les gens qui sont en état de décider? D'abord, ce qui se produit en Ukraine, ce n'est pas un conflit entre deux pays. C'est une confrontation entre un régime autoritaire allié avec d'autres régimes autoritaires, notamment la Chine, face aux démocraties en général. Donc la question ukrainienne, ce n'est pas simplement qu'est-ce qu'on fait pour les Ukrainiens, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nous. Qu'est-ce qui doit être pour nous l'essentiel. L'essentiel, c'est que Poutine ne gagne pas un morceau supplémentaire du territoire ukrainien. S'il advenait qu'après un conflit qui de toute façon va être long, que Poutine puisse dire et à son propre peuple et au monde entier, vous voyez, au mois de février 2022, j'avais la Crimée et une partie du Donbass. Maintenant, j'ai une large partie du Donbass et tout le sud de l'Ukraine. Et nous avons négocié sur cette base. Eh bien, la Chine pourrait se lancer dans une opération à Taïwan. L'Iran pourrait aller plus loin dans son conflit régional. La Turquie, la pareil. Turquie, la Corée du Nord pourrait utiliser aussi des armes qui, elles, sont nucléaires. Donc, il y a une nécessité d'empêcher que la force l'emporte sur le droit. Alors, comment y parvenir? Certains disent qu'il faudrait négocier. Aujourd'hui, négocier sur quelle base? La Russie pense, vous avez vu qu'elle avance en ce moment en Ukraine, elle pense qu'elle peut encore gagner des territoires. Quant aux Ukrainiens, enfin, en tout cas Zelensky, il ne peut pas imaginer demander une paix alors même qu'une partie de son pays a été amputée et voire même annexée à la Russie. À partir de là, il va y avoir dans les mois qui viennent des offensives, des contre-offensives, et au bout d'un certain moment, il va y avoir sans doute l'exigence d'une fin de conflit. Quel est le calcul, et après je reviendrai sur ce qu'il faut faire, quel est le calcul de Poutine? La différence entre un régime autoritaire et un régime démocratique, c'est que dans le régime autoritaire, celui qui est au pouvoir pense qu'il est là pour toujours. Alors que dans un régime démocratique, même si on le voudrait, on ne le peut pas. Donc Poutine, il sait qu'il a le temps pour lui. Et donc il se dit, qu'est-ce qui va se passer pendant les 2 ou 3 ans qui viennent? Peut-être nous-mêmes, nous allons nous fatiguer. L'inflation, l'énergie chère, le coût que tout ça représente et l'envie d'en terminer avec un conflit qui est quand même très meurtrier, qui est à nos portes. Il pense aussi que dans 2 ans, il y a des élections aux États-Unis et que Biden peut être battu, que Trump peut même revenir. Je dis souvent, qu'est-ce qui se serait passé lorsque Poutine a envahi l'Ukraine si Trump avait été encore président des États-Unis, ou s'il le redevenait demain? On sait très bien qu'il voudrait, lui, arrêter de soutenir l'Ukraine et trouver une solution avec Poutine. Donc, le président russe sait parfaitement ce qui peut se produire. En tout cas, il a cette hypothèse aux États-Unis. Il sait qu'en Europe, pour l'instant, ça tient, l'unité européenne est garantie. Mais pour combien de temps? Est-ce que l'Italie, la Hongrie, d'autres pays voudront toujours s'associer aux sanctions? Bref, il a le temps pour lui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? Il faut aider militairement l'Ukraine. Mais qui est capable d'aider militairement l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que l'Europe de la défense n'était pas véritablement constituée. Et quand il s'agissait d'envoyer des chars, les Anglais disaient j'envoie des chars Challenger, les leurs. Les Allemands disaient nous on envoie des Léopards. Nous on disait on n'envoie même pas de Leclerc parce qu'on ne sait pas si on pourrait ne pas en avoir nous-mêmes le besoin, même si tel n'est pas le cas. Mais on en enverrait, sans doute on en enverra. Mais qu'est-ce que vous voulez faire comme offensive quand vous avez un char Leclerc, un char Challenger, un char Léopard, que ça ne va pas à la même vitesse, ce n'est pas le même blindage, etc. Bon, donc on a découvert que l'Europe de la défense n'était pas constituée, ce sera sans doute une des leçons de ce conflit. Et donc ce sont les Américains qui aident militairement le plus l'Ukraine, et que nous devons nous y associer en posant néanmoins une règle, parce que nous sommes tous quand même soucieux et conscients des risques d'escalade, c'est que les armes qui doivent être
données ne doivent pas être utilisées sur le territoire russe. Parce que sinon, là, ça nous mettrait dans une situation qu'on appelle de co-belligérance et qui serait, je crois, extrêmement dangereuse pour la paix. Alors, vous avez à la fin de votre livre quelques considérations générales sur notre pays. Et vous faites la liste, vous appelez ça le scénario dépressif. C'est votre terme. C'est-à-dire crise climatique, des centaines de milliards d'euros, il faut pour ça. L'énergie, 100 milliards d'euros. L'inflation, l'armée. Après l'affaire de l'Ukraine, il faut que les armées soient de nouveau en état de combattre. 100 milliards d'euros, etc., etc. Bref, vous faites un... Et à la fin de cette énumération, on se dit, mais... Et alors, comment imaginer que la France puisse continuer d'être optimiste, d'avoir envie d'aller aux élections pour voter, d'avoir des responsables? Qui peut arranger, qui peut penser, avoir la prétention d'arranger une situation qui paraît complètement impossible à régler? Quand vous avez écrit ça, vous le savez, vous, que c'était l'impression allait s'emparer de vos lecteurs, le scénario dépressif. Je ne me suis pas adressé à un pays qui était dans l'euphorie et qui était dans un optimisme béat. Nous sommes dans un pays qui, traditionnellement, est toujours inquiet, pense que ça va aller de plus en plus mal. Peut-être est-ce l'effet du vieillissement, c'est-à-dire que nous pensons, à mesure que les années passent, que nous avons connu toujours un âge d'or, une période qui était plus facile et que nous avons cette nostalgie. Mais il se trouve, pour dire la vérité, peut-être c'est plus facile quand on est hors des responsabilités, jamais nous n'avons affronté autant de crises à la fois. On a pu connaître, je l'ai dit, des aventures économiques difficiles, des tumultes, des mouvements sociaux importants, des changements sur l'énergie. Vous vous souvenez, dans les années 70, les chocs pétroliers. Mais là, il se trouve, c'est ça qui fait la cruauté peut-être de la période, mais aussi sa densité, et je pense aussi son intérêt, c'est que nous sommes en face de plusieurs crises qui se cumulent les unes les autres. Plus, et ça me paraît être la plus importante, la crise démocratique. C'est qu'un pays peut finalement relever tous les défis, la France en particulier. On a une défense qui est sans doute l'une des plus fortes d'Europe. Nous avons une économie qui, même si elle a connu des déboires, a réussi à tenir, y compris pendant la crise sanitaire. Nous avons des atouts sur le plan culturel, intellectuel, scientifique, etc. Donc, mais le plus difficile à affronter comme crise, c'est la crise démocratique. Lorsqu'il y a un doute sur l'efficacité de la politique, lorsqu'il y a un effondrement, comme c'est le cas des grands partis politiques, quand il y a un doute sur l'issue même d'une élection, quand nous sommes appelés simplement à empêcher l'arrivée de l'extrême droite comme seule perspective, quand il n'y a plus d'engouement, quand il n'y a plus d'espérance, quand il y a des abstentions très élevées, quand il y a des crises sociales qui ne trouvent pas leur débouché, on en vit une, et quand on a un Parlement qui donne cette impression, ce qui ne met pas en cause ici les parlementaires qui sont présents, oui, là, le plus difficile, c'est la crise démocratique. Parce que quand on regarde l'histoire de France depuis 50 ans ou 70 ans, après la libération, la France s'est reconstruite, le général de Gaulle a remis aussi à partir de 1958, et c'était une période très très difficile avec la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, des morts tous les jours. Donc, nous avons toujours des capacités de sursaut. Sauf qu'il faut qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des citoyens qui s'engagent. Et le plus grave, me semble-t-il, c'est le fait que les partis politiques, on pouvait en dire le pire, on connaissait leurs excès, leurs divisions, les querelles, les ambitions, mais ils permettaient d'encadrer la population, de donner des programmes, des perspectives, des visions. On n'était pas content de la gauche, on avait la droite, on n'était pas content de la droite, j'en ai fait l'expérience, on avait la gauche. Donc il y avait cette espèce d'aération démocratique. Mais quand il n'y a plus cette passion qui nous anime, finalement les élus se replient sur leur territoire, les citoyens se replient sur leurs propres difficultés, et il y en a de nombreuses, même si on a encore toujours une vitalité associative dans notre pays, et ça c'est extrêmement précieux.
Et donc, la France est sans doute le pays qui est le plus touché par la crise démocratique. Les États-Unis en ont donné une expression avec ce qui s'est passé notamment pour le Capitole. Et puis, ce qui peut encore se passer du côté du Parti républicain, surtout si l'extrême droite finissait par l'emporter. On a vu l'Italie basculer dans l'extrême droite, même si elle fait très attention, comme d'autres, à ne pas se compromettre. Mais la France est le pays qui est le plus touché, fragile. Pourquoi il l'est? Parce que précisément, on parlait des institutions. Dans des pays européens, c'est le parlementarisme, donc c'est des coalitions. C'est difficile pour l'extrême droite ou les populistes, c'est arrivé néanmoins d'arriver au pouvoir. En France, là, il y a une fragilité, une vulnérabilité. Et donc, moi, un des buts de ce livre, et c'est vraiment les dernières pages, c'est d'appeler à un réengagement citoyen dans des partis bien sûr différents, pour que nous puissions retrouver ce qui était le souffle de la vie démocratique et l'envie d'y participer. Et je pense notamment aux jeunes, pour une génération qui en plus se mobilise beaucoup sur la question climatique. Qu'est-ce qui nous permet de leur donner une perspective? On peut traiter la question climatique avec des idées de droite ou avec des idées de gauche ou avec des idées écologiques, mais on doit la traiter. Et c'est ça qui fait le sens même de la démocratie. Et à mon avis, tout à l'heure Philippe Lapourstal l'évoquait, il y a une menace des régimes autoritaires sur nos démocraties, parce que les régimes autoritaires considèrent que nous sommes le mauvais exemple, et parient sur nos fragilités, sur nos vulnérabilités. Poutine pense que nous sommes des décadents. Il pense que le système démocratique est le pire des systèmes. Il le pense d'autant mieux que lui, il s'arrange pour être élu d'une autre façon. Pareil pour Xi Jinping. Mais nous avons cette menace extérieure, mais la plus grande des menaces, c'est nous. Est-ce que nous voulons vraiment défendre, comme nous l'avons fait à d'autres époques, la démocratie? Et alors, comment faire pour aller pas résoudre tout de suite, mais pour aller sur ce chemin? Il faut que les grands partis politiques, s'ils veulent se réveiller, là il faut les secouer, à mon avis, assez sérieusement, se remettent à travailler. La politique, ce sont des idées, ce sont des propositions. Et quand il y a autant d'épreuves là qui nous attendent, de défis à relever, quand il faut traiter la crise climatique, la crise économique, parce que malgré tout, l'inflation, ça va durer quelques mois et peut-être même quelques années. Quand il faut traiter le sanitaire et aussi une guerre avec tout ce qu'elle exige en matière de défense, ça vaut la peine de faire des propositions aux citoyens, de leur montrer qu'il y a des chemins possibles et qu'il y a des efforts à faire. Mais vous voyez la difficulté de parler des efforts quand il n'y a pas de sens. Je pense que même si nous sommes dans un moment où là, il y a la réforme des retraites qui suscite des oppositions, je pense que les Français sont beaucoup plus mûrs à faire des efforts quand ils ont le sentiment que ça participe d'une direction, d'une perspective, et que nous allons tous être, j'ose pas dire les gagnants parce que le mot a été galvaudé, mais être les bénéficiaires collectivement de cette politique. Il faut regarder loin. Alors, un des problèmes que nous avons, et je peux en parler d'expérience, c'est que ce qui reste d'un président de la République, même sur un seul mandat, ce qui reste, ce n'est pas forcément ce qui se voit pendant qu'il est président. Qui préside. C'est ce qui va durer, c'est ce qui va permettre de regarder plus loin. Et donc, voilà ce que nous devons faire. Parfois, nous devons le faire de manière consensuelle. Qu'est-ce que nous pouvons tous ensemble décider pour notre avenir en matière d'énergie, en matière de climat, en matière économique, en matière fiscale quand c'est possible, en matière d'immigration, parce que ça doit aussi se traiter en commun. Et puis après, ce qui doit nous séparer, ce qui doit être les grands clivages, mais il faut donner de la durée. Puisque je vous ai dit, les régimes autoritaires disent, nous, on n'est pas, bien sûr, on n'est pas démocratique, mais on voit loin, puisqu'on a tout le temps. Je disais souvent, quand Xi Jinping, j'ai rencontré la première fois Xi Jinping, le président chinois, il m'a regardé, il s'est dit, celui-là, il en a pour combien de temps? J'aurais voulu lui dire le plus longtemps possible, mais bon, je n'avais pas tous les éléments. Et même si j'avais pu lui dire, je serai là 10 ans, 10 ans pour lui, qu'est-ce que c'est? Poutine, lui, il m'a même pas posé la question. Il en avait déjà vu 3 ou 4 avant moi, donc il savait que ça valsait. Voilà, donc voilà, c'est notre... Et heureusement qu'on a cette donc vous nous annoncez qu'ils vont toujours gagner, finalement. Donc non, c'est qu'eux-mêmes savent pas, ils pensent qu'ils sont éternels. Oui. Mais à un moment, l'histoire finit par les effondrer. C'est arrivé, oui. Mais nous, il faut qu'on soit capable de voir plus loin que le temps d'un mandat.
Donc ça veut dire que l'initiative doit venir des responsables politiques, syndicaux, de la société civile, qui, voyant les dangers, le nombre de dangers, décident de faire des propositions qui puissent rencontrer l'opinion publique. Oui. C'est d'eux que doit venir ce chemin. Il y a deux façons de respecter les citoyens. Parce que vous avez raison, c'est essentiel, tout passe par là. D'aller vers l'opinion publique. Il y a une première raison, une première méthode, qui est de dire je vais consulter les Français. Là, je vois sur les retraites, il faudrait consulter les Français. Ce n'est pas forcément ce qui va permettre de faire les choix difficiles. Les plus difficiles. Bon. Et c'est compliqué sur des questions de permettre aux Français de prendre une décision par un référendum qui va avoir des conséquences, mais qui doit être étayée. Si on faisait un référendum sur l'énergie, ce n'est pas sûr qu'on obtienne la réponse qui est la plus appropriée à nos propres intérêts. Mais je comprends cette aspiration, consulter les Français, essayer d'avoir des méthodes qui fassent qu'ils puissent avoir l'impression, et pas simplement le sentiment, qu'ils sont pris en considération. De ce point de vue-là, le rôle des élus locaux est très important, parce que c'est finalement à travers les élus locaux qu'on peut avoir ce retour des Français. Deuxième méthode, qui est ce qu'on appelle la démocratie de représentation. C'est-à-dire, il faut que nous puissions retrouver dans les grandes formations politiques ce qui a existé, c'est-à-dire un travail en commun où on associe les citoyens à l'élaboration des programmes, où on fait des réunions, un peu comme celle-là, où on avance les sujets les plus difficiles et on se met au travail pour faire des propositions. C'était ça le rôle des partis politiques. Mais quand les partis politiques se sont à ce point dissous, pensant que c'est par des aventures individuelles, même si ça a fonctionné parfaitement en 2017, c'est par des aventures personnelles que l'on peut faire de la politique. À ce moment-là, vous n'avez plus le lien avec la société. Et donc, je suis favorable à ce que les partis politiques, mais c'est à eux de le faire, hein, c'est pas aux citoyens d'aller frapper à la porte. Souvent, des jeunes viennent me voir et me disent « je voudrais m'engager ». Je dis « c'est très bien ». Quand ils me disent « je veux m'engager à gauche », je dis « c'est encore mieux », mais en même temps, ils me disent « mais dites-nous comment faire ». Mais c'est vrai, je dis « mais quelle porte frapper ? Il n'y a plus de maison. Comment vous voulez frapper à une porte ? » Avant, dans les villes, à Vichy comme ailleurs, il y avait des permanences. Il y avait des lieux, il y avait des fédérations. On allait voir, on n'était pas content ou au contraire, on voulait s'engager. Aujourd'hui, il y avait aussi des gens qui étaient dans les associations, qui étaient dans des mouvements de toute nature, des sensibilités quelquefois même syndicales, chrétiennes ou autres. Et ils allaient devant les partis politiques. Donc c'est ça dont on a besoin, d'avoir une élaboration collective et puis à un moment, des propositions qui se discutent au niveau le plus élevé. Ben, si je comprends bien, c'est pas pour demain. Mais si c'était déjà pour après-demain, ce serait déjà pas mal. Parce que c'est long, ce que vous dites, des permanences, ça, c'est assez long. Mais si on ne le fait pas, on voit bien ce qui est en train de se produire. Soit une indifférence générale, c'est-à-dire ça ne nous concerne plus, et avec aussi un autre sentiment que j'essaye de relever dans mes rencontres, c'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens pensent à tort ou à raison que plus rien ne marche, que l'hôpital ça fonctionne pas, que l'école ne donne pas les résultats espérés, que pour avoir un passeport c'est la poste, la croix et la bannière, alors même que notre niveau de dépenses publiques est élevé, notre niveau d'imposition également. Donc et puisque ça ne marche pas, eh bien je me mets de côté. Or, nous avons besoin que aussi on réfléchisse à l'organisation de l'État. Peut-être qu'il faut faire davantage de décentralisation sur un certain nombre de domaines, mais il faut aussi que l'État puisse être efficace. Il a toutes les capacités pour le faire et mobilise et peut-être change un certain nombre d'organisations. Ça aussi, ça fait partie de la discussion qu'il faut ouvrir. Quel État pour demain ? Il n'y a pas de grande réforme sans que l'État soit amené à changer profondément. Alors, dans la renaissance de l'espérance dont vous venez de parler, il y a quelque chose qui désespère les Français en ce moment, c'est la gauche. C'est quelque chose que vous connaissez bien, la gauche quand même. Vous avez été premier secrétaire du Parti socialiste longtemps, chef de l'État élu. Cette crise-là qui mortifie beaucoup de gens et qui fait que l'espérance à gauche est divisée, on va dire. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment voyez-vous
l'issue politique de telle manière que ce que vous venez de dire puisse se présenter, c'est-à-dire la présentation d'une espérance réelle aux Français et aux Françaises. Bon, je veux me garder de réflexions qui pourraient être celles justement de réinventer le passé, de regarder l'avenir avec des lunettes qui seraient sans doute rétrospectives. C'était dans une espèce de mythologie de ce qu'a pu être la gauche hier ou la droite. Mais il n'empêche, si vous regardez le spectacle politique, je laisse de côté l'extrême droite qui est le seul parti structuré, organisé, incarné et qui en plus cache ses intentions. Vous avez un parti majoritaire, vous avez même plusieurs, dont on ne sait ni trois coalitions, oui. dont on ne connaît ni les chefs, ni la pensée, ni l'organisation, ni la représentation locale. Je ne veux gêner personne, tout le monde en prendra. Donc un parti majoritaire qui n'existe pas, c'est quand même compliqué. Moi j'avais un parti majoritaire qui existait, qui me créait quelques difficultés, oui. Mais il existait néanmoins. Puis après, quand je suis parti, il n'existait plus. Donc, ils auraient dû y réfléchir. Mais, donc, un parti majoritaire qui ne peut pas même assurer la suite, puisque chacun sait que Emmanuel Macron ne pourrait pas être candidat pour un troisième mandat. Une droite. La droite, elle a existé en France, elle avait des positions qui n'étaient pas forcément caricaturales. Il y avait toujours une droite sociale, une droite libérale. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'elle est. Et elle-même ne sait plus tout à fait ce qu'elle est, y compris sur cette question des retraites. Une partie va voter, une partie ne va pas voter, alors même que jusqu'à présent, la droite défendait la retraite à 65 ans, et même au-delà. Bon, et je comprends bien, elle est prise en étau entre l'extrême droite et le mouvement majoritaire. Alors qu'on a besoin d'une droite en France. C'est moi qui le dis, donc faut me croire. Si les gens de droite ici, on a besoin d'une droite, mais d'une droite qui réfléchisse, qui essaye là aussi de porter des idées nouvelles avec ce que la droite a toujours défendu, avec des cohérences, ses valeurs d'ordre, de conservation sur un certain nombre de domaines, d'audace sur d'autres. Bon, bref. Alors revenons à la gauche, puisque c'est ce qui intéresse Philippe Lapoustein, et moi aussi, je dois dire. La gauche, elle ne peut devenir une force de gouvernement que si ce qui est sa partie centrale, c'est-à-dire ce qui a longtemps été le Parti socialiste, est dominant. C'est parce que le Parti socialiste, c'est toujours ainsi qu'il a pu emmener toute la gauche au pouvoir, ou une partie de la gauche, c'est parce qu'il était le parti qui était en capacité de gouverner. Mais quand le Parti socialiste ressemble à la gauche radicale, c'est très difficile, puisque la gauche radicale, quel que soit le jugement que je porte sur elle, ne peut pas par elle-même être majoritaire en France. Donc il y a une forme d'impuissance généralisée. La gauche ne se met pas en situation de pouvoir revendiquer le pouvoir. Le parti majoritaire ne sait plus ce qu'est exactement la suite de son aventure. La droite n'est pas non plus dans la situation de pouvoir avoir une cohérence idéologique. Et donc, faites la soustraction, qu'est-ce qui reste ? Donc c'est ça l'enjeu. Paralysie générale. Paralysie ou à un moment, par une élection présidentielle, c'est plus facile pour l'extrême droite de parvenir au pouvoir par une élection présidentielle que par une élection parlementaire. Et donc, vous voyez pourquoi j'appelle justement à ce que les partis qui étaient autrefois des partis traditionnels, mais qui peuvent se renouveler, les partis de gouvernement doivent se réinventer pour de nouveau faire des propositions et ouvrir une espérance. Alors c'est vrai qu'il faut des incarnations, il faut des personnalités. Un parti sans incarnation, c'est pas grand-chose. Une incarnation sans parti, c'est pas non plus grand-chose non plus. C'est une petite chose. Ça peut parfois suffire, mais c'est rare. Donc voilà, il faut retrouver le sens d'un collectif. Le collectif, c'est ce que nous pouvons, nous, avec nos idées, porter et faire porter par une personnalité, et puis trouver des gens qui ont envie de s'engager en politique. C'est pas si simple aujourd'hui de s'engager en politique. Pour les jeunes générations, c'est beaucoup de sacrifices. On critique beaucoup les élus. Mais enfin, ils sont là le samedi, le dimanche, ils sont critiqués. Alors,
je ne vous dis pas quand vous êtes président de la République, vous pensez n'avoir que des satisfactions. Beaucoup disent, bah oui, vous vivez dans des châteaux, vous êtes dans les palais, vous rencontrez Poutine, quel plaisir, vous voyez Merkel, quelle aventure, vous voyez le Chinois, bah, je me souviens même, ça volait même quand je n'étais pas président, j'allais faire des déplacements dans les Antilles. Ah bah voilà, vous voyez vos présidents, au soleil. Ils sont au soleil. Bon, on était effectivement au soleil à 40 degrés en train d'haranguer la population. Donc voilà, il faut aussi que les talents s'engagent dans la politique pour un moment revendiquer le pouvoir. Mais tout le monde ne peut pas devenir président de la République. C'est ça qu'il faut expliquer quand même à beaucoup. On ne peut pas devenir président de la République parce qu'un matin on s'est levé en disant finalement pourquoi pas moi pas. Qu'est-ce que j'ai de moins, qu'est-ce que j'ai de plus, j'arriverai bien, bon, et puis tant que je prétends que je peux être président de la République, il y a bien 3 journalistes qui vont venir me voir, alors comment ça va, qu'est-ce que vous voulez faire, je réfléchis, je ne dis pas tout de suite ce que je pense, c'est une longue réflexion, je verrai avec mes amis, etc. Le nombre de gens qui veulent être président de la République, mais je respecte tout à fait cette vocation. Mais il faut travailler, il faut se mettre avec d'autres, il faut créer des équipes, il faut traverser le pays. C'est intéressant de voir pourquoi certains y arrivent et certains n'y arrivent pas, au-delà des sensibilités. Ceux qui sont arrivés, bon, il y a eu un cas un peu particulier, mais ceux qui y sont arrivés ont toujours passé des années et des années à traverser la France, à écouter, à aller dans des réunions, à aller dans des banquets qui n'en finissaient pas, à faire tous les foyers de 3e âge, les crèches, tout. Et pas simplement pour le plaisir, pas simplement pour saluer les uns les autres, pour entendre, pour comprendre, pour saisir. Pour s'imbiber du peuple. Voilà, donc bon courage à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, mais il faut qu'ils apprennent. Il y a une question que je voulais vous poser. Vous êtes d'une drôlerie quand vous parlez des politiques autres que vous, ce qui est absolument formidable. Quand vous entendez, juste un mot, Faure disait, le nouveau premier secrétaire du parti, « Je suis le fils unique de François Hollande et de Martine Aubry ». Ça vous a fait quel effet de savoir que vous étiez le père spirituel au moins, Monsieur Faure? J'ai demandé une vérification ADN parce que je pense qu'il y avait eu mal donne. Vous lui avez communiqué la réponse? Non, hein, pas encore. Non, mais bien sûr, quelquefois, on forme des individus qui ne font pas forcément ce qu'on avait prévu qu'ils fassent. Oui. J'ai quelques exemples à l'appui. Mais moi, ce qui compte, bien sûr que chacun, c'est la vie politique, chacun doit s'émanciper de celui ou de celle qui lui a permis de gravir les premiers échelons. C'est ainsi, c'est le passage de la vie. Mais ce qui est plus grave, c'est l'absence de cohérence intellectuelle. Et c'est ça qui nuit beaucoup à la politique. Bien sûr qu'on peut varier selon les circonstances. Quand arrivent des crises, on n'a pas forcément les mêmes réponses. Moi-même, quand j'ai été candidat à la présidence de la République en 2012, je n'imaginais pas, même s'il y avait déjà eu 2 attentats, que j'allais vivre une période qui a été marquée par des attaques, des frappes et des morts en grand nombre dans nos rues. Et j'allais faire voter 4 lois sur la lutte antiterroriste et une loi sur le renseignement. Ce n'était pas dans mon programme. Donc on peut toujours, face à des situations imprévues, varier. Mais quand on change de point de vue, quand on change de conviction, quand on était à droite du Parti socialiste, j'en ai connu, qui deviennent des mélenchonistes, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. Ou quand ceux qui étaient à gauche deviennent ministres du Travail, je me dis, de Macron, je me dis, c'est quand même bizarre. Donc ça, c'est plus un problème si vous voulez, d'émancipation. C'est très important. La fidélité, quand même. La fidélité, non pas à une personne. Oui, mais aux ses idées. Une fidélité à des idées, parce que pour beaucoup de citoyens, c'est important de savoir qui pense quoi. Est-ce qu'il nous dit vraiment ce qu'il a au plus profond de lui-même? Est-ce qu'il y croit? On en a vécu quand même des événements où il y a des gens qui basculaient comme ça du tout au tout. On a besoin de gens solides. C'est ça qui fait la noblesse de la politique. Quelquefois, on peut perdre des élections, on peut être écarté.
mais quand on a défendu ses idées, il y a du courage et il y a, je pense, de la reconnaissance à un moment par l'opinion de ce qui a été finalement un engagement. Mais quand on change d'idée, ben, on n'est plus rien. Il y a une dernière question que je voulais poser parce que vous êtes l'empereur, vous avez été connu quand vous étiez premier secrétaire du PS, tout le monde était en désaccord, vous arriviez, tout le monde dans la même pièce, et à 3 heures du matin, il y avait un document commun. C'était votre spécialité, l'empereur de la motion de synthèse. Ça m'a beaucoup servi d'ailleurs quand j'étais avec Poutine et avec Merkel pour faire une synthèse. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, j'ai fait ça toute ma vie. Bon, après, il y a la réalité. C'est pas la même chose. Oui. Parce que quand vous êtes devant des conflits qui sont liés à des rapports de force, non pas à des ambitions personnelles, mais à des tentations autoritaires. Bon. Mais la négociation fait partie de la vie politique. Et le compromis fait partie de la vie politique. C'est pas une... Oui, c'est ça. Et donc, ceux qui se moquent du compromis ou de la synthèse, nous devons toujours trouver à un moment une solution. À une condition, c'est que tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la solution respectent les décisions, la décision. Mais le fait que, effectivement, j'ai beaucoup fait ça, cette synthèse permettait d'avoir justement plusieurs sensibilités au sein même d'une organisation. Tout à l'heure, je disais, la droite, elle est plurielle, il y a plusieurs sensibilités. La gauche socialiste l'était aussi. Pour Mitterrand, il avait Chevènement et Rocard. Moi-même, j'ai eu Mélenchon aussi. À un moment, à m'occuper. À un moment, c'était plus possible. mais à un moment, j'ai eu à m'occuper. C'est un de vos fils aussi, oui. Oui, enfin, là, vous m'en prêtez beaucoup, là. C'était plutôt un frère, si je puis dire. Donc, bon, non, mais... d'ailleurs, c'est ce qui permettait à la gauche socialiste de vivre avec ses sensibilités. De rassembler. Et de rassembler. Mais faut-il, après, surtout quand on est au pouvoir, respecter le compromis? Donc, nous ne sommes pas forcément adaptés au compromis en France. On n'aime pas le compromis. On le considère un peu comme... trahison. Oui, suspect. Et regardez sur la réforme des retraites, combien il a été difficile, alors que c'est la CFDT, qui est le syndicat aujourd'hui majoritaire dans le mouvement, et que c'est le syndicat le plus... Majoritaire en France, d'ailleurs. Oui, combien c'est difficile, alors que Laurent Berger fait ce qu'il peut pour faire comprendre qu'il est toujours prêt à la négociation. Et souvent, on se dit, non, si je fais un compromis, je vais être jugé comme n'étant pas porté à la décision. Ça a été longtemps une des dilemmes de la politique. Est-ce qu'il faut tenir jusqu'au bout, regarder comme je décide, ou faire le compromis? Souvent, quand on fait le compromis, on dit finalement, il n'a pas tenu bon, il a manqué d'autorité, il est faible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas souvent de compromis en France. Dernière question donc. Vous êtes une personne rarissime en France, c'est-à-dire ancien président de la République. Les deux. Et voilà, vous êtes deux. Donc à cette question, il n'y a que deux personnes qui peuvent répondre. Quand on n'a plus le pouvoir et qu'on est ancien président de la République, est-ce qu'on passe ses journées ou ses nuits, ou une partie de ses journées et de ses nuits, à se dire, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, là j'ai fait une connerie, là c'était bon. Voilà. Est-ce qu'on passe la moitié de la vie à réfléchir à ce qu'on aurait pu faire de mieux quand on était au pouvoir, ou pas? Ou est-ce qu'on arrive à se dire qu'on a une autre vie qui est ouverte? Oui, on passe une partie de sa vie d'ancien président à se dire, est-ce que si j'avais fait d'autres choix, pris d'autres personnes autour de moi, je ne serais pas encore président? Possible. Mais ça ne prend pas non plus toute la vie, ça, parce que sinon vous ressassez les mêmes histoires ou les mêmes remords. Il y a des choix, quelquefois, que j'ai été obligé de réviser, ou de dire, est-ce que j'ai eu raison, par exemple, d'intervenir au Mali, quand on sait ce qui s'est advenu? J'essaye de répondre, oui, on a eu raison. À ce moment-là, en tout cas. À ce moment-là, peut-être ne fallait-il pas, mais je n'étais plus là à ce moment-là, rester. Est-ce que j'ai eu raison? Tout à l'heure, je parlais des Mistral. Oui, j'ai eu raison. Est-ce que j'ai eu raison? Je me suis souvent posé cette question sur la déchéance de nationalité, puisque j'avais, à un moment, après les attentats, ouvert ce dossier-là. Peut-être ne fallait-il pas l'ouvrir. Quand je vois qu'il y a des déchéances de nationalité qui sont prononcées aujourd'hui, je trouve que l'opinion, quelquefois, est attentive à un sujet, puis après, l'oublie.
Mais donc, il faut revenir quand même, la responsabilité, le oui. devoir quand même d'un ancien président de faire le bilan de ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Et puis s'il ne le fait pas lui-même, personne ne peut le faire à sa place. Ou alors, pas forcément dans le sens espéré. Donc, non, c'est ce qui préoccupe plus les... Enfin, je ne veux pas parler au nom de Nicolas Sarkozy, qui ne me l'autoriserait pas d'ailleurs, mais ce qui préoccupe, j'imagine, les anciens présidents, ce n'est pas le passé, c'est le présent et peut-être l'avenir. C'est l'idée, qu'est-ce que je ferais si j'étais encore président? Qu'est-ce que j'aurais à faire, pas simplement par rapport à ce que fait l'actuel président, qu'est-ce que j'aurais à faire, si j'étais dans cette situation, quel serait aujourd'hui mon message, la manière dont je ma manière de communiquer, ou peut-être même d'anticiper sur des choix qui peuvent être tout à fait décisifs pour le pays. Donc ça peut créer de la frustration. Mais à un moment, il faut se dire la vérité, même pour un ancien président, on ne peut pas vivre toujours dans ce rapport d'être fidèle à son passé et d'être capable toujours de regarder l'avenir. Et quand on regarde l'avenir, on vous dit, bah oui, mais en fait, vous ne voulez jamais rien lâcher. Vous voulez encore essayer de nous faire croire que vous pourriez faire président. Aucun ancien président, j'essaye de le dire assez fortement pour que tout le monde me croie, aucun ancien président n'a réussi à redevenir président. Non. Mais c'est justement parce que quel défi, parce qu'aucun n'y est arrivé que ça quel défi quelquefois surgir dans l'esprit des anciens présidents. Mais pour le reste, il y a aussi le problème de l'âge. Alors de ce point de vue-là, Joe Biden est un allié tout à fait formidable. Aujourd'hui, Brésil, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Quand on a moins de 70 ans, oui. Quand Biden, on a moins de 70 ans, on n'est pas éligible maintenant. Notre modèle. Donc je souhaite vraiment, je vous le dis franchement, que Biden soit réélu pour les États-Unis, pour la conception que nous avons de l'âge et pour donner encore des espoirs aux anciens présidents. Ceux qui doutaient du fait que François Hollande ait été agile et comprennent pourquoi il a été élu, c'est quand même une petite démonstration aujourd'hui. Quant à la suite, on verra bien. Hein. Vous savez ouvrir un défi très compliqué, mais voilà. Voilà, il va vous signer maintenant. Merci beaucoup.